finalement, est-ce que ce serait pas plus simple ou ce serait pas plus efficace pour un département RH qui cherche de nouveaux talents ou qui cherche à remplir un rôle, une fonction, une position, de se focaliser sur les compétences au lieu de se focaliser uniquement sur le rôle que la personne a eu auparavant dans d'autres organisations, de se focaliser sur un parcours académique que la personne aurait eu. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce podcast En Vue, au cours duquel nous allons parler de transformation technologique et du rôle que peut avoir pour votre entreprise le recours à une agence d'audit et de conseil comme EY. Nous ferons le point sur le processus de transition qui peuvent effrayer les dirigeants, le point également sur les outils, notamment le SAP SuccessFactors, logiciel de gestion très implanté qui continue à se renouveler. Et nous ferons un focus sur les challenges de la digitalisation des ressources humaines. Vous écoutez En Vue, le podcast du cabinet de conseil et d'audit EY. Et avec moi autour de la table se trouvent Anne Moreau et Jean Naïmana. Alors, vous êtes tous les deux Executive Directors chez EY. Est-ce que vous pouvez me présenter vos spécialités, Jean ? Bonjour Émilie. Bonjour. Merci de me recevoir. Moi, je suis spécialiste de la digitalisation des RH, donc les aider dans cette transition qu'est le digital sur leur processus, leur organisation et leur manière de travailler pour utiliser la technologie au mieux et pour mieux contribuer aux objectifs de l'entreprise. Très bien. Merci. Et vous, Anne ? Et moi, je suis un peu plus généraliste, donc je m'occupe de toute la transformation digitale. Donc chez EY, on fait du conseil en business, en finance, en supply chain, en expérience client, mais on fait aussi de la consultance en technologie. Et ça peut être dans les domaines de la logistique comme de la finance également. Et ce que l'on fait, c'est qu'on combine notre expérience business et de l'industrie de manière à livrer des projets de transformation dans les technologies comme SAP, mais aussi Microsoft, Tagetik ou UX pour l'expérience business. On dispose alors de consultants qui vont soit faire la partie intégration business, donc support au business, testing, définition des processus et tout ce qui va avec, on fait aussi des transformations technologiques, c'est-à-dire on fait même le paramétrage, on fait le setup, on met en place les solutions technologiques. Et pour ça, on dispose de notre réseau global, donc d'énormes expériences dans le monde et de bonnes capacités et de compétences. Est-ce que vous avez aussi des exemples concrets ? Alors, récemment, nous avons mis en place SAP en tant que business integrator. Donc, là, on gère toute la partie processus, testing, cutover, etc. On va aller live en production en janvier. En avril, cette année-ci, on est allé en live avec SAP ANA chez un client pour 14 entités juridiques dans le Benelux et en tant que business intégrateur et système intégrateur. On avait les deux rôles. Mais on fait aussi des implémentations de solutions de reporting, de consolidation. On a terminé chez un de nos clients dans le domaine de l'ORECA. Et on fait aussi de la implémentation Microsoft en Power App. Donc, on va chez le client et on drive la manière de développer les Power Apps de Microsoft. Et aussi, on fait en place leur centre d'excellence. Alors, ce qu'on fait aussi, c'est que on aide le client à faire les business cases pour leur transformation, de manière à ce qu'ils puissent aller dans leur direction et promouvoir leur projet. Du business case jusqu'au roadmap, l'analyse de l'architecture de l'entreprise qu'ils ont pour le moment, le to-be et le roadmap pour y arriver. Et donc, tous ces exercices sont des exercices où on supporte le client de bout en bout pour leur implémentation et leur transformation. Et on ajoute la couche de gestion du changement, pour lequel on va en parler, où l'on met l'humain au centre de cette transformation de manière à ce qu'elles aient plus de chances de succès. Alors, Digital RH est un sujet dans lequel EY a une longue expertise. Jean, vous pouvez m'en dire davantage ? Oui, bien sûr. La digitalisation, elle est partout aujourd'hui. Elle a aussi atteint les départements RH et la fonction RH. On a vu un département RH qui a transitionné d'un service plutôt axé sur l'administratif vers un service qui apporte plus de valeur ajoutée pour l'organisation, qui a vraiment une fonction stratégique au sein de l'entreprise. La digitalisation a aidé à ces transitions. Et chez EY, nous aidons nos clients à comprendre ces enjeux et à prendre en main ces nouvelles technologies qui peuvent leur permettre de mieux mener cette transition. Donc d'un service administratif vers un service plus
plus stratégique. Nous aidons nos clients sur toutes les étapes de la transformation. Donc, en amont, au moment de la définition de cette vision, de cette stratégie et de l'alignement des objectifs du département RH avec les objectifs de l'entreprise, mais aussi la planification, donc la définition de la roadmap, la définition des différentes étapes et aussi la préparation pour s'assurer que l'implémentation des solutions sera faite de manière efficace et efficiente. Et lors de l'implémentation, nous les aidons également à revoir leur processus, à les optimiser, à les implémenter dans l'outil, à travailler sur leurs données, les structurer, à travailler sur les différentes intégrations qu'il peut y avoir entre les différents outils, à tout tester, à tout mettre en production. Et après la transformation, nous les aidons aussi pour optimiser ce qui a été mis en place à l'aune des changements qui peuvent apparaître, qui apparaissent de plus en plus, à une vitesse de plus en plus grande, et aussi à appliquer de l'amélioration continue, parce que la technologie, elle évolue. Il est important pour les organisations qu'elles puissent capturer ces évolutions technologiques ou ces changements pour continuer à produire de la valeur. Alors, parce que les situations réelles sont plus parlantes que les théories, j'aimerais vous présenter quelques articles au cours de ce podcast, des articles qui peuvent servir d'introduction aux différents sujets que nous avons prévu d'aborder. Alors, les défis auxquels les RH sont confrontés aujourd'hui: la gestion des talents, la productivité et le recrutement. Alors, je suis curieuse de connaître vos points de vue. Commençons par le premier article. En faisant des recherches et en préparant l'épisode, je suis tombée sur une citation du General Manager de Tektronix, Chris Witt, pour le magazine Forbes. Alors, je vous la lis. De nombreuses études ont démontré le lien étroit entre l'engagement des employés et la prospérité de l'entreprise. La capacité d'une entreprise à réaliser de meilleures performances que celle du marché dépend donc de la qualité de l'engagement de ses équipes. Est-ce que l'on constate une tendance similaire au cours d'un processus de Digital RH Transformation ? Oui, tout à fait. L'engagement des équipes est quelque chose de très important aussi au sein d'une transformation, parce que l'engagement, comme l'article le dit, il a été démontré que l'engagement des équipes a un impact direct sur la performance d'une organisation. C'est pareil pour un projet ou une transformation. Donc, il est important, pour une entreprise qui entre dans une transformation, pour s'assurer que la transformation sera réussie, de s'assurer que les équipes qui sont engagées dans la transformation savent pourquoi elles sont engagées dans la transformation et quel impact la transformation aura sur l'entreprise, mais aussi toutes les parties prenantes, donc toutes les personnes qui sont impliquées de près ou de loin par la transformation. Il est important qu'elles soient au courant à minima de ce qui se passe et de l'impact que cette transformation aura sur eux, et aussi de leur rôle. Et on parle, dans ces parties prenantes, on inclut d'abord les leaders de l'organisation. Il est important que tous les leaders soient au courant et soient alignés sur la même vision, et aussi toutes les personnes qui vont être de près ou de loin impliquées dans ce projet-là. Donc on le voit aussi, et on constate depuis la crise de Covid, évidemment ça crée des changements majeurs, fondamentaux dans la manière de travailler, notamment on a le travail hybride notamment. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où le travail hybride est là pour rester. Donc on est confronté aujourd'hui, on va continuer à être confronté à des équipes qui doivent continuer à travailler, à communiquer, à collaborer, mais tout en n'étant pas autour de la même table et dans la même salle. Donc c'est pareil pour les projets de transformation, c'est une problématique à gérer, mais on trouve des solutions. Donc chez nous, EY par exemple, nous avons adopté le travail hybride. Donc nous permettons à nos équipes de s'organiser de manière autonome au sein de l'équipe et de définir à quel moment les équipes doivent travailler ensemble autour d'une même table, à quel moment elles peuvent travailler de manière remote, comme on dit en anglais. Cela fonctionne, parce que la technologie est là pour aider. La technologie permet cette connexion, permet cette communication où que l'on soit et à n'importe quel moment de la journée. Mais ce qui est important, c'est de définir des pratiques et de mettre en place des pratiques qui sont adaptées à cette nouvelle manière de travailler. Et lorsque les bonnes pratiques sont mises en place, eh bien, on ne constate pas d'effet délétère sur la productivité. Et même, dans certains cas, on constate même une augmentation de la productivité. Et lorsque les personnes savent, on donne la flexibilité aux personnes de faire leur travail, donc de la maison ou du bureau, en fonction de ce qui leur convient le mieux,
de temps en temps, parfois on constate que ces personnes sont plus motivées à fournir une meilleure qualité de travail parce qu'on sent que elles sentent que leurs besoins ont été entendus. Et donc, chez EY, nous le faisons. Nous avons mis en place des pratiques qui sont adaptées et nous constatons qu'il n'y a pas d'effet négatif sur la productivité. Et je rajouterais qu'on a fait une analyse de l'engagement des personnes et on constate que en mettant les humains au centre des transformations, on a beaucoup plus de chances de supporter la transformation, le succès de la transformation, 2,6 fois plus. Donc c'est pour ça qu'EY, dans sa manière de faire, met vraiment l'humain au centre de la transformation. Que ce soit l'humain de nos équipes, mais aussi chez nos clients. Alors, si je dois résumer en une phrase, l'article dont je vous parlais à l'instant, se concentrer sur l'humain fera prospérer le groupe. Si nous voulons transformer les processus d'entreprise, il est essentiel d'impliquer les employés dans ce processus pour réaliser ce projet. À quel moment les choses peuvent-elles mal tourner? Pourquoi les processus de transformation des entreprises échouent-ils? Il y a plusieurs raisons à ça. Sur base de notre expérience, nous constatons que lorsque une entreprise veut changer ses processus et aller vers plus d'efficacité, plus d'efficience, il est important d'impliquer les personnes qui sont impliquées dans ce processus en amont, donc dès le début de la transformation, ce qui n'est pas toujours le cas dans toutes les organisations. Donc, déjà, réfléchir qui va être impacté par ce changement de processus, identifier des personnes qui sont positives au changement et qui sont prêtes à investir un peu de temps pour participer à ce changement et les impliquer dans la co-création de ces processus. Ça, c'est une chose. Et ça aussi, ça peut favoriser l'adoption. Parce qu'un des problèmes que l'on a dans la transformation digitale, c'est qu'on peut mettre en place les meilleurs outils qu'il existe sur le marché si on n'a pas préparé l'adoption, parce qu'on n'a pas préparé la transformation de la bonne manière, donc impliquer les bonnes personnes, avoir une bonne communication, comprendre quelles peuvent être les résistances et les gérer tout au long de la transformation. On a des outils qui sont mis en place, mais ne sont pas utilisés par les utilisateurs. Et du coup, l'entreprise ne capture pas la valeur ajoutée. Donc, impliquer les utilisateurs finaux en amont, en mode co-création, donc co-créer les processus ensemble, comprendre quels sont les challenges, mais en demandant aux personnes qui sont sur le terrain, qui vivent ces processus ou qui travaillent avec ces processus tous les jours pour vraiment s'assurer qu'on s'attaque aux bonnes questions. Et aussi définir ces processus en ayant les utilisateurs finaux dans l'esprit. Donc, et le fait d'avoir ces personnes, d'impliquer ces personnes en amont, en co-création de ces processus, permet aussi de définir des processus qui mettront la personne au centre. Il faut réfléchir à comment l'utilisateur final va vivre le processus, donc quelle expérience l'utilisateur final va avoir. Et idéalement, il faudrait que cette expérience soit la plus simple possible et la plus fluide possible. Et si on réfléchit et on structure la transformation sur base de l'humain, c'est-à-dire en impliquant les personnes qui sont impliquées en amont, on a plus de chances que la transformation soit pérenne, que la transformation soit mieux accueillie par l'organisation, par les différentes équipes et les employés et les managers, et que l'adoption soit aussi maximisée, ce qui va augmenter évidemment le retour sur investissement pour l'organisation. Anne, vous aimeriez ajouter quelque chose, j'imagine. Et comme le dit Jean, chez EY, on ne met pas la digitalisation pour la digitalisation. On fait de la digitalisation pour apporter de la valeur. Et ce qui est très important, c'est effectivement écouter les humains pour qu'ils puissent nous dire exactement où cela fait sens par rapport à d'autres processus. Donc, digitalisation, là où ça apporte de la valeur. Alors Jean, en termes de solutions techniques, nous parlions de SAP en début d'épisode. Vous pouvez nous le présenter, expliquer ce qui séduit les équipes RH ? Oui, la suite SAP est très riche. Donc c'est une plateforme intégrée qui est dans le cloud, qui offre des fonctionnalités pour le support des processus RH. Donc la centralisation des données,
l'automatisation des processus tels que le recrutement, la gestion de la performance, la gestion des formations, etc. Mais aussi fournir une expérience utilisateur, donc une expérience employé, une expérience manager unifiée et simplifiée, leur permettant d'accéder à l'information dont ils ont besoin assez facilement, assez rapidement, mais aussi de pouvoir accomplir des tâches dans leur quotidien qui ont un lien évidemment avec les ressources humaines. Donc nous avons dans cette suite la solution appelée SuccessFactors. Donc c'est la solution qui permet de centraliser les données RH et d'automatiser les processus. Mais la suite comprend également d'autres outils tels que l'outil Qualtrics. Donc c'est un outil qui permet à l'organisation de lancer des enquêtes d'engagement auprès des employés, donc pour mieux comprendre ou leur poser des questions et avoir un feedback direct des employés, des managers sur des sujets particuliers. Et évidemment, dans l'optique de pouvoir comprendre quels sont les problèmes et les challenges au sein de l'organisation pour pouvoir mettre en place des plans d'action. Mais aussi une solution qu'on appelle WorkZone. C'est une solution assez récente, qui est une solution qui permet de digitaliser l'environnement de travail pour les employés, évidemment pour tous les sujets qui concernent les ressources humaines, mais pas que, donc pour d'autres fonctions internes également. C'était donc offrir un point d'entrée unique d'un point de vue digital pour l'employé, donc qui simplifie l'expérience et qui permettent aux employés et aux managers d'accéder aux informations dont ils ou elles ont besoin et accéder aux différentes tâches, mais de manière unifiée dans une plateforme unique et centralisée. Oui, nous utilisons même chez UIMM la solution d'évaluation quadrimestrielle ou trimestrielle, parce que comme on parlait de l'engagement des employés, il est très important dans une société de consultance de connaître et de pouvoir donner des feedbacks au fil de l'eau, mais aussi de les formaliser dans une solution, et on a choisi SAP. Alors renforcer la collaboration et la communication des troupes, on l'entend, mais nombreux tableaux divisent les penseurs du monde de l'entreprise. Le travail hybride, on l'a déjà mentionné. Dans un autre papier paru dans l'Écho en septembre 2023, on se demandait est-ce que le travail hybride entraîne une baisse de productivité plutôt. Quelle est la position de EY sur le sujet et comment vous assurez-vous que cette solution est efficace et surtout durable pour tout le monde ? Donc, comme je le disais dans la partie précédente, chez EY, nous avons adopté le travail hybride. Mais pour que cela soit un succès, nous avons dû mettre en place des pratiques ou des changements de manière de travailler pour s'assurer que cela fonctionne. Donc, pour vous donner un exemple, donc nous n'avons pas de politique générale qui dit que tout le monde doit venir au bureau 2 ou 3 jours par semaine. Nous laissons cette charge ou cette définition aux équipes, parce que nous travaillons par projet et des projets, des équipes projets qui peuvent être différentes en fonction du client. Donc aujourd'hui, je peux être sur un projet avec 3 collègues et demain sur un autre projet avec d'autres collègues. Donc nous laissons la définition de qu'est-ce qui fait du sens, donc en termes de travail hybride, à l'équipe et au chef de projet sur le projet. Et ce que l'on constate, évidemment, en regardant après, avec un peu de recul, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que la plupart des équipes nous disent qu'elles sont très contentes d'avoir cette flexibilité, d'avoir le choix, de pouvoir définir où est-ce que un instant T, un jour J de la semaine, je vais travailler en fonction de ce qui fait du sens. Mais on constate aussi que le lien reste important. Donc, se voir en face à face, être autour d'une table pour discuter de certains sujets ou de prendre certaines décisions, ou de créer du lien tout simplement dans l'équipe pour renforcer la cohésion et renforcer la collaboration, reste important. Donc, ce que l'on constate, c'est que dans toutes nos équipes, il y a au moins une journée par semaine où l'équipe décide de se rencontrer physiquement, face à face, pour faire un point, faire un statut, ou juste partager un café et se raconter des anecdotes, créer cette cohésion. Donc ça reste important. Mais en moyenne, c'est 3 ou 4 jours où les équipes travaillent à distance parce que la technologie le permet. Aujourd'hui, les solutions comme SAP ou d'autres solutions comme Microsoft Teams, par exemple, nous permettent d'être connectés à nos collègues et à nos clients en permanence et d'avoir vraiment ce lien qui se fait. Donc, on peut s'envoyer des textes, on peut s'envoyer des images, on peut partager, on peut travailler ensemble sur une présentation PowerPoint de manière collaborative, peu importe où on est et à tout moment.
Donc c'est très facilité, mais le lien et le face-à-face, la connexion directe avec les collègues reste important. Et donc chez nous, voilà, le 100% hybride ne pourrait pas fonctionner, mais voilà, enfin le 100% remote ne pourrait pas fonctionner, oui. Mais l'hybride fonctionne. Oui. Une autre chose qui est importante, c'est en tant que manager d'une équipe qui est en remote ou enfin, qui est hybride, c'est plus difficile à suivre et à gérer la performance de l'équipe et à suivre les activités. Ce que nous, on a mis en place chez EY, c'est que ce que l'on dit à nos managers dans leur formation, c'est qu'on leur explique qu'il est important non pas de suivre vraiment les équipes en termes de niveau d'activité, mais plutôt de les suivre en termes de résultats attendus. Mmh. Et ce qui est difficile, c'est de définir dans un premier temps quels sont ces résultats attendus. Donc nous sommes en train de travailler sur un projet. Cette semaine, j'ai une équipe de 3 personnes qui travaillent sur certaines tâches. Il est important en tant que manager de définir à la fin de la semaine, je veux que tel et tel résultat soit accompli et de le communiquer à mes 3 membres de l'équipe et que chaque personne de mon équipe sache exactement ce qu'elle a à faire, ou plutôt qu'est-ce qui est attendu de cette personne à la fin de la semaine. Mmh. Ensuite, entre le lundi et le vendredi, comment la personne décide d'accomplir ses tâches, finalement, ça ne regarde pas le manager, tant que le résultat est fait à la fin. Donc ça, c'est important. Ça, et c'est aussi un principe ou une méthodologie qu'on appelle OKR, so Objective Key Results, que l'on voit aussi implémenter de plus en plus chez nos clients, qui est un instrument qui peut faciliter la gouvernance et la gestion d'équipe dans une mise en place ou dans un environnement de travail hybride. C'est finalement donner l'autonomie aux équipes en leur disant, voilà, on vous fait confiance, vous êtes des grandes personnes, mais à la fin de la semaine, voilà ce qui est attendu. Après, comment arriver au résultat, c'est à vous de voir. Mm-hmm. Est-ce que pour arriver au résultat, vous avez besoin d'être 5 jours par semaine au bureau et d'être en contact permanent avec les équipes? Pourquoi pas? Ça peut se faire, discutons-en en équipe, on trouvera une solution ensemble. Ou est-ce que vous êtes vraiment autonome et vous pouvez vraiment accomplir vos tâches en étant la plupart du temps à la maison avec un besoin de suivi de support minimal, tant mieux. Tant que le résultat à la fin est là, voilà, la productivité sera là pour l'équipe et le project manager sera content. Oui. Donc c'est une autre philosophie, une autre mentalité à mettre en place. Pas toujours facile, mais c'est ce que nous faisons chez EY. Donc fournir cette autonomie aux gens, mais communiquer clairement qu'est-ce qui est attendu fin de la semaine ou fin du mois, peu importe l'échéance, mais que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, aligné sur les résultats. Et après, comment on y arrive, c'est chacun sa méthode. J'entends bien que l'humain reste central chez EY. Il y a beaucoup de flexibilité. Oui, et nous recrutons en conséquence. Hein. Donc, quand on recrute des jeunes ou des moins jeunes, on recherche, comme tu le disais très bien, Jean, des personnes qui vont être autonomes, qui vont être... prendre des initiatives, venir avec leurs idées, qui sortent même d'université. Hein. Donc c'est clair que chez EY, on valorise tout le monde à sa compétence, et donc un petit jeune interviendra aussi et donnera de son feedback ou de sa manière de voir les choses. Mais par ailleurs, on leur offre aussi la flexibilité qui est tant professionnelle que pour pallier à des imprévus privés. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est différenciateur chez EY en termes de recrutement. Alors remettre l'humain au cœur des process, oui. On en parle. Encore faut-il trouver les bonnes personnes. Alors, on parle des étudiants, on parle de chaque personne qui a sa valeur. L'humain est la clé de la bonne santé d'une entreprise, les bons profils au bon endroit, au bon moment. Et c'est une vraie difficulté, rien de neuf. Le journal belge néerlandophone de Tijds, au mois d'août 2023, tirait l'un de ses articles par une boutade, « Un technicus nodig, zoek een schilder », ce qui concrètement veut dire besoin d'un technicien, trouver un peintre. Alors, ça paraît assez marrant. Alors, voyez-vous ces problèmes RH comme un aspect de la digitalisation des ressources humaines? Alors, quelles solutions sont aujourd'hui disponibles? Jean, mais je reviens aussi auprès de vous, Anne. Je pense que la digitalisation peut apporter plutôt
peut plutôt apporter une solution à ce problème. Donc, je pense que cet article, le sujet de cet article, c'est finalement, est-ce que ce ne serait pas plus simple ou ce ne serait pas plus efficace pour un département RH qui cherche de nouveaux talents ou qui cherche à remplir un rôle, une fonction, une position, de se focaliser sur les compétences au lieu de se focaliser uniquement sur le rôle que la personne a eu auparavant dans d'autres organisations, de se focaliser sur un parcours académique que la personne aurait eu, qui, je pense, et je suis même sûr, est assez limitant. Pourquoi pas ne pas ouvrir cette recherche pour les organisations à d'autres personnes qui ont des parcours un peu différents, mais qui pourraient avoir les compétences requises pour remplir cette position qui est ouverte dans l'organisation. Mais ça, je pense que c'est une question qui a toujours été présente, mais qui n'est pas facile à mettre en place opérationnellement, parce que ça demanderait, sans la technologie, de faire tout ça plus ou moins manuellement. C'est assez fastidieux, d'abord à mettre en place, et aussi fastidieux à maintenir. Aujourd'hui, avec des solutions basées sur l'intelligence artificielle, le machine learning, c'est possible. Donc aujourd'hui, grâce à la technologie, et SAP investit énormément là-dedans également, la technologie peut nous aider à cartographier quelles sont les compétences qui sont requises pour chaque rôle, chaque position que l'on a d'ouvert dans l'organisation. La technologie peut aussi aider à cartographier quelles sont les compétences qu'une personne possède à un instant T. Donc, puisqu'on a ça, il est plus facile de le mettre en adéquation, de faire un matching entre un rôle que l'on recherche, mais sur base de compétences, puis de compétences que l'on recherche face à des candidats. Donc l'avantage pour les organisations, c'est que le pool de candidats se retrouve agrandi. Donc on ne regarde plus seulement les personnes qui ont eu ce rôle auparavant dans d'autres organisations ou qui ont eu le parcours académique que l'on recherche, mais on regarde tout type de personnes, peu importe leur parcours, peu importe leurs origines, peu importe vraiment, peu importe d'où les personnes viennent, mais on regarde la compétence de la personne. Et il se peut effectivement qu'en cherchant un expert en IT, un peintre puisse être un bon candidat parce que il a les compétences. Il a les compétences. Tout simplement. Oui, voilà. Donc c'est là qu'intervient bien sûr l'intelligence artificielle. C'est un peu le futur. C'est un peu le futur, et puis n'oublions pas que les nouvelles générations qui arrivent sur les marchés, tes enfants en l'occurrence, sont déjà digitalisés alors qu'ils ont 3 ans, ils sont déjà sur les tablettes, etc. Donc cette compétence digitalisée va être beaucoup plus répandue que les générations comme moi. Et le deuxième aspect, c'est que c'est effectivement fastidieux d'enregistrer les compétences en question, mais chez EY, tous les consultants au monde sont obligés de le renseigner de manière à ce qu'on puisse faire appel au réseau d'EY de manière focus et efficace. Et ça, je pense que les autres sociétés ont bien compris que maintenant aussi, pour leur propre développement, ils doivent connaître les compétences de leurs employés, que ce soit acquises avant, que ce soit une envie du futur, mais qu'on puisse effectivement se baser pour le développement des sociétés sur les compétences de leurs employés. Et pour aussi, le disait l'article aussi, de pouvoir faire évoluer en interne les compétences au lieu de licenciés parce qu'ils n'ont pas les bonnes compétences et de devoir réengager. Je pense que les sociétés réalisent aussi que licencier puis réengager n'est vraiment pas la solution dans le marché actuel du travail, surtout en technologie où il y a des grands manquements. Pour conclure ce podcast, nous avons vu les difficultés que les entreprises peuvent rencontrer dans leur tentative de se digitaliser et se transformer. Quelle est la valeur ajoutée de EY dans son accompagnement? Je vous laisse répondre. Anne, Jean. Notre valeur ajoutée, elle est dans le fait que nous pouvons accompagner nos clients dans la transformation de bout en bout. Donc, comme nous l'avons dit précédemment, la digitalisation n'est pas uniquement une question de technologie. Donc, c'est avant tout une transformation. Et comme toute transformation, l'humain est très important. Donc, nous pouvons aider les organisations à se préparer à ce type de transition, à anticiper les écueils, les problèmes et à mieux les gérer. Aussi bien d'un point de vue technologique que d'un point de vue humain, donc la conduite du changement, et aussi les aider en termes de vision et de stratégie, et de définir une roadmap, et de prendre les bonnes décisions en amont pour faciliter cette implémentation, pour faciliter cette transformation.
Oui, moi ce que j'apprécie particulièrement chez EY, c'est que quand on va chez un client et qu'il a une demande et qu'il peut avoir une faiblesse, soit en processus business ou dans certains domaines, on fait appel au réseau et EY arrive comme une équipe, qu'on ait des compétences People Advisory, qu'on ait des besoins purement RH du paye, qu'on ait des besoins des légaux, de comptabilité, enfin notre capacité d'avoir une équipe avec multi-compétences est ce qui est le plus marquant chez EY. Merci beaucoup Anne Moreau, Jean Neymana et merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Je vous retrouve pour un prochain épisode.